Je voudrais, à la fin de cette réunion, rappeler les enjeux de la lutte en cette année de 2025. Il y a une lutte dans l'autre. La première lutte, c'est mon inscription sur la liste, mais là, le secrétaire général a répondu tout à l'heure. Et Alassane, lui-même, le président de la République actuelle, il a connu ça. Et pour l'aider, en 1995, je n'ai pas déposé de candidature. Bien que tout mon dossier soit prêt. J'ai d'ailleurs montré tout mon dossier à une conférence de presse à l'Aïtassi, à Trècheville. Il y avait Fologo qui était assis à côté de moi. À l'époque, quels sont les sacrifices qu'on n'a pas fait pour lui? On en a fait beaucoup. On en a fait beaucoup. Mais, bon, tout ça, c'est ça. C'est pourquoi on distingue un homme d'un autre homme. On n'est pas les mêmes. Et à Pretoria, c'est moi qui ai pris l'initiative de dire à Thabo Mbeki, frère, je n'ai pas peur qu'Alassane soit candidat. Donc, et Alassane était là, Bédi était là. Il y avait Alassane, Bédi et Thabo Mbeki. Et j'avais demandé à Alassane de jouer au traducteur, de faire le traducteur. Et donc, j'ai dit, comme j'ai moi aussi mes électeurs, et que mes électeurs ne sont pas pour sa candidature, si je dis à Abidjan qu'il est candidat, ça va me porter préjudice. Donc, toi, Thabo, écris-moi une lettre où tu me dis que tu penses qu'il serait bon qu'il soit candidat. En m'appuyant sur cette lettre-là, je vais autoriser toutes les candidatures, dont la sienne. Il s'est levé, il m'a embrassé. Il dit c'est bien. Et c'est comme ça. Et Bédi était là. Mais Bédi est décédé maintenant. Et donc, Thabo Mbeki vit encore.
Et donc, on a fait ça. On a fait ça. Mais pendant que nous, on préparait les élections, et ils préparaient la fraude. Et ils préparaient la guerre aussi. Et bon, mais ça, c'est le passé. Mais c'est pour vous dire ce qu'on a fait. C'est pour vous dire ce qu'on a fait. Et aujourd'hui, c'est comme si cela n'a pas été. Or, cela a été. Cela a été. Bon, on continue. On continue. Donc, il y a l'inscription là, qui est une bataille en soi, et il y a la victoire à l'élection elle-même, qui est une deuxième bataille. Étant donné qu'il n'est pas plus sourd que l'homme qui ne veut pas entendre, c'est l'inscription qui est la bataille la plus difficile. C'est le jour où ils auront entendu. L'ONU leur a déjà écrit qu'il faut mettre Gbagbo. L'ONU leur a déjà écrit qu'il faut mettre Gbagbo. Parce que moi, je m'amuse beaucoup quand je vois les gens dire oui, je connais un tel m'a écrit, je connais un tel, mais on se connaît tous. Le secrétaire général de l'ONU actuel, Antonio Guterres, j'étais dans l'opposition quand il est venu ici, pour moi. Donc moi, je le connais depuis avant eux tous. Oui, il y en a qui font comme si c'est eux qui connaissent les gens. Mais nous tous, on connaît les gens. Et puis bon, nous comptons sur nous-mêmes pour avancer. C'est pour ça que nous ne sommes pas tout le temps en train de crier « Un tel a viens à mon secours, un tel a viens à mon secours ». Non. Un homme, tu fais ce que tu as à faire. Maintenant, celui qui veut t'aider là, il vient t'aider. S'il vient volontairement, il est plus fort. Mais si c'est toi qui l'appelles, tu ne sais même pas si c'est par politesse qu'il est là. Donc, l'ONU a déjà écrit, mais ils vont venir pour lui dire qu'on t'avait parlé. Voilà. Donc, c'est la lutte, hein? On continue. On va doucement, doucement. On va doucement, doucement. Mais on ne sait pas quoi. Donc, c'est ça les enjeux de la bataille.
Ça, c'est les enjeux formels. Mais les enjeux de fond, il faut que la politique de la Côte d'Ivoire change. Ça, c'est les enjeux de fond. Il faut que cette politique-là change de fond à comble. Il faut que ça change. Je regarde les gens et tout est ruine et désolation. Tout est ruine et désolation. Mais enfin, nous avons entrepris des travaux qu'il faut continuer et qu'il faut terminer. Et là, j'ai fait les travaux. Mais il y en a, la campagne va venir, on va parler. Il y en a qui disent, mais Babo, il était là, il a fait quoi? Je vais leur dire ce que j'ai fait. La guerre qu'ils ont amenée là, je l'ai contenue. La guerre qu'ils ont amenée, je l'ai contenue. Je vois des gens essayer d'expliquer. Non, mais nous étions exclus, c'est pourquoi j'ai été élu le 22 octobre. J'ai prêté serment le 26 octobre. Nous avons fait le premier conseil des ministres le 27 octobre. On était au conseil des ministres quand on m'a dit qu'il y a des morts à Yopougon. Les charniers de Yopougon. J'ai envoyé Boga, Lida et le ministre de la Justice là-bas pour aller voir. Je n'avais même pas fini de former les administrations. La première attaque, j'étais au village. Ils nous attaquent le 6 janvier. J'ai dit, mais je suis arrivé au pouvoir à la fin octobre, novembre, décembre. Depuis janvier, on nous attaque. J'ai fait quoi en 2 mois pour qu'on nous attaque? Oui, en 2 mois, j'ai fait quoi qui mérite qu'une rébellion nous attaque? Mais ça, c'est des débats qu'on va avoir. C'est des débats qu'on va avoir. Vous faites une rébellion pour mettre quelqu'un au pouvoir. Dites que c'est pour qu'un tel vienne au pouvoir. Mais moi, j'arrive au pouvoir le 27 octobre. Le 6 janvier, vous m'attaquez. J'ai fait quoi? Je n'ai même pas fini. Les ministres n'ont même pas fini de former leur cabinet. Moi-même, je n'ai même pas fini de former mon cabinet. S'ils veulent qu'on en parle, on en parlera. Mais en tout cas, moi, je veux qu'on en parle. Vous voyez? Donc, si les gens veulent qu'on parle des rapports qu'on a eus, de ce qu'ils nous ont fait,
ils vont nous expliquer. Ils vont nous expliquer les mesures que j'ai prises qui allaient contre les boubous. Parce que beaucoup, oui, on ne peut pas porter des boubous. Moi-même, j'étais un boubou. Moi-même, j'étais un boubou. Donc, chers camarades, c'était ça. C'était ça. Je suis heureux qu'on ait cette réunion, mais tout ce que j'ai dit, c'est simplement pour que vous sachiez que nous avons quelque chose à dire. Si on en a l'occasion. Que nous ne sommes pas des silencieux. Nous ne sommes pas des gens qui ont péché et qui ont peur de parler. Non, on n'a pas peur de parler. Mais on ne veut pas parler au hasard. Le discours prononcé par Laurent Gbagbo le 4 janvier 2025 lors du comité central est riche en implications politiques, sociales et historiques. À travers ces mots, souvent teintés de digressions et d'interjections familières, l'ancien président expose une vision mêlant défiance envers ses opposants, plaidoyer pour une réforme de la politique ivoirienne et réaffirmation de son rôle de leader. Pour bien comprendre ce discours, il convient de le déconstruire thématiquement et de l'analyser en profondeur. Dès les premières phrases, Laurent Gbagbo adopte un ton informel, ponctué d'interruptions et de références personnelles. Ce style, bien que parfois déroutant, reflète sa volonté de se rapprocher de son auditoire, principalement composé de fidèles de son mouvement politique. En effet, les nombreuses anecdotes, digressions et interpellations directes, je vous jure, traduisent une spontanéité qui contraste avec les discours souvent formatés de ses adversaires. Toutefois, cette approche, bien qu'efficace pour captiver un public acquis à sa cause, nuit parfois à la clarté du message. Au cœur du discours, la question de la candidature présidentielle de Laurent Gbagbo en 2025 occupe une place centrale. L'ancien président évoque son hésitation à déposer officiellement sa candidature, malgré un dossier apparemment complet. Cette posture ambiguë peut être interprétée comme une stratégie visant à maintenir l'attention et à mobiliser ses partisans autour de son éventuel retour sur la scène électorale. Cependant, il souligne également les obstacles administratifs et politiques qui pourraient entraver sa candidature, laissant entendre que ces difficultés seraient le résultat d'un système biaisé. À travers cette critique, Gbagbo remet en question la transparence du processus électoral en Côte d'Ivoire, une problématique récurrente dans l'histoire politique récente du pays. Il dénonce notamment des pratiques qu'il qualifie de « fraude » et des manœuvres visant à exclure certains candidats, ce qui reflète une méfiance profonde envers les institutions actuelles. Un aspect marquant du discours est l'importance accordée à la mémoire des événements passés, notamment ceux liés à son accession au pouvoir en 2000 et à la crise post-électorale de 2010 à 2011. Laurent Gbagbo revient sur des épisodes marquants de sa carrière politique, comme les attaques qu'il aurait subies dès les premiers mois de son mandat, pour illustrer les défis auxquels il a été confronté. 1. Légitimer son combat politique actuel, en rappelant les sacrifices et les luttes qu'il a menés, Gbagbo cherche à se positionner comme un leader résilient, capable de faire face aux adversités. 2. Critiquer ses opposants, en soulignant les actions qu'il qualifie de « rébellion » ou de « fraude », il attribue à ses rivaux politiques la responsabilité des crises passées, tout en dénonçant leur incapacité à bâtir un système politique stable et équitable. 3. Mobiliser ses partisans, en évoquant ces épisodes, il cherche à raviver la solidarité au sein de son mouvement et à rappeler à ses soutiens les raisons pour lesquelles ils l'ont suivi par le passé. Un autre point clé du discours de Laurent Gbagbo est sa critique des interventions étrangères, notamment celle de l'ONU. Il accuse les institutions internationales de s'immiscer dans les affaires ivoiriennes tout en adoptant une posture condescendante. Ce rejet des ingérences extérieures n'est pas nouveau dans la rhétorique de Gbagbo, qui s'est toujours positionné comme un défenseur farouche de la souveraineté nationale. Il établit une distinction entre l'aide volontaire et l'aide sollicitée, suggérant que la première est plus sincère et efficace que la seconde. Ce point de vue reflète une méfiance généralisée envers les acteurs internationaux, perçus comme prioritaires dans leurs propres intérêts plutôt que dans ceux des pays africains. Cette critique trouve un écho favorable parmi ses partisans, souvent sensibles aux questions de néocolonialisme et de domination occidentale.
Au-delà des critiques ponctuelles, Laurent Gbagbo appelle à un changement radical des politiques en Côte d'Ivoire. Selon lui, les dirigeants actuels ont échoué à répondre aux besoins fondamentaux de la population, et il estime que des réformes profondes sont nécessaires pour redresser le pays. Il parle de « tout changer de fond en comble », une expression qui traduit son ambition de transformer non seulement les institutions, mais également les mentalités et les pratiques politiques. Cette vision, bien que séduisante, manque cependant de détails concrets dans le discours. Gbagbo reste évasif sur les moyens spécifiques qu'il envisage pour atteindre ses objectifs, ce qui peut laisser son message ouvert à l'interprétation. Laurent Gbagbo conclut son discours en réaffirmant sa détermination à poursuivre la lutte, qu'il considère comme une composante essentielle de son engagement politique. Il évoque les « batailles » à venir, qu'elles soient liées aux inscriptions sur les listes électorales ou à l'élection présidentielle elle-même. Cette rhétorique de la lutte, omniprésente dans ses propos, reflète une vision de la politique comme un combat permanent, où chaque victoire doit être arrachée de haute lutte. Cependant, cette posture peut également être perçue comme une glorification excessive du conflit, au détriment d'une approche plus collaborative et constructive. En insistant sur les antagonismes, Gbagbo risque de renforcer les divisions au sein de la classe politique ivoirienne, plutôt que de favoriser un climat de dialogue et de réconciliation. Le discours de Laurent Gbagbo du 4 janvier 2025 illustre les forces et les faiblesses de son leadership. Sa capacité à mobiliser et à captiver son auditoire reste indéniable, tout comme sa maîtrise de la rhétorique politique. Cependant, son message est parfois brouillé par un manque de structure et de clarté, ainsi que par une insistance excessive sur les conflits et les antagonismes. En somme, ce discours reflète les défis auxquels la Côte d'Ivoire est confrontée en 2025, un système politique polarisé, des institutions fragiles et une population en quête de solutions concrètes. Si Laurent Gbagbo aspire à jouer un rôle de premier plan dans cette transition, il devra non seulement capitaliser sur son héritage politique, mais également proposer une vision claire et détaillée pour l'avenir. Depuis la fin de la crise post-électorale de 2010 à 2011, la Côte d'Ivoire a connu une croissance économique remarquable, mais cette prospérité apparente masque des inégalités persistantes et des tensions sociopolitiques profondes. Ces tensions se sont accentuées avec l'approche des élections de 2025, marquées par des rivalités exacerbées entre les principaux acteurs politiques. Laurent Gbagbo, en tant qu'ancien président et figure emblématique de l'opposition, cherche à s'imposer comme l'alternative à ce qu'il perçoit comme un système politique verrouillé par ses adversaires. Son discours témoigne de cette volonté, tout en reflétant une stratégie soigneusement calculée pour répondre aux attentes d'un électorat en quête de changement. Les propos de Gbagbo mettent en lumière un point crucial, les élections en Côte d'Ivoire ne sont pas seulement un processus démocratique, mais aussi un révélateur des divisions profondes qui traversent la société. La question des inscriptions sur les listes électorales, qu'il décrit comme une « bataille à part entière », illustre ces tensions. Les accusations de manipulation des listes électorales et de fraude ne sont pas nouvelles en Côte d'Ivoire, mais elles prennent une résonance particulière dans ce discours. Gbagbo utilise ces enjeux pour souligner les failles du système électoral, tout en renforçant son image de combattant pour la justice et la transparence. Cependant, en se concentrant exclusivement sur les défauts du système, il évite de proposer des solutions concrètes, ce qui pourrait affaiblir son message auprès d'un électorat plus pragmatique. Un des aspects les plus marquants du discours de Laurent Gbagbo est son utilisation constante de la mémoire politique comme levier de mobilisation. En rappelant des épisodes marquants de son passé, notamment les attaques qu'il a subies en 2002 et en 2010, il cherche à inscrire son action actuelle dans une continuité historique. 1. Légitimation personnelle. En se présentant comme une victime des injustices du passé, Gbagbo cherche à renforcer sa crédibilité et sa légitimité en tant que leader. 2. Mobilisation collective. En rappelant les sacrifices et les luttes passées, il incite ses partisans à se rassembler autour de lui pour poursuivre cette bataille. 3. Critique de l'adversaire. En évoquant les attaques et les crises, il attribue à ses rivaux une part de responsabilité dans les souffrances du peuple ivoirien. Cependant, cette stratégie comporte des limites. Si elle permet de rallier les fidèles, elle risque également d'aliéner une partie de la population, notamment les jeunes électeurs qui n'ont pas vécu ces événements et qui aspirent à une rupture avec les conflits du passé. Un autre axe central du discours de Laurent Gbagbo est son insistance sur la souveraineté nationale. Cette thématique, omniprésente dans sa rhétorique depuis les années 2000, est utilisée ici pour critiquer les ingérences étrangères, notamment celles de l'ONU. Gbagbo rejette l'idée que la Côte d'Ivoire doive dépendre d'acteurs extérieurs pour résoudre ses problèmes, insistant sur la nécessité pour les Ivoiriens de prendre leur destin en main. Ce plaidoyer pour l'autonomie nationale trouve un écho auprès d'une partie de la population, lassée des interventions internationales souvent perçues comme partisanes ou inefficaces.
Toutefois, cette posture souverainiste peut être perçue comme un double tranchant. Si elle renforce son image de leader indépendant, elle risque également de l'isoler sur la scène internationale, où le soutien d'acteurs extérieurs reste souvent crucial pour garantir la stabilité et le développement. Bien que le discours de Laurent Gbagbo soit riche en critiques et en dénonciations, il manque de propositions concrètes pour l'avenir. Si son appel à une « refonte totale de la politique ivoirienne » est ambitieux, il reste flou sur les mesures spécifiques qu'il envisage pour atteindre cet objectif. Une stratégie volontaire, Gbagbo pourrait chercher à éviter de s'enfermer dans des promesses précises, préférant laisser une certaine flexibilité à son programme. 2. Une faiblesse politique, à l'inverse, ce flou pourrait refléter une incapacité à formuler une vision claire et cohérente pour l'avenir du pays. Dans les deux cas, cette lacune constitue un défi majeur pour Gbagbo, qui devra convaincre un électorat de plus en plus exigeant et soucieux de solutions concrètes. Le discours de Laurent Gbagbo s'inscrit dans un contexte où les attentes des Ivoiriens sont à la fois élevées et diversifiées. Si une partie de la population reste fidèle à son héritage politique, d'autres aspirent à un renouvellement des pratiques et des visages. Cette dualité pose un défi pour Gbagbo, qui doit à la fois capitaliser sur son passé et se réinventer pour répondre aux aspirations d'un pays en pleine mutation. Les tensions sociales, les inégalités économiques et les défis sécuritaires sont autant de problématiques que Gbagbo devra aborder s'il souhaite se positionner comme une alternative crédible. Son discours du 4 janvier 2025, bien que puissant sur le plan émotionnel, devra être complété par des propositions concrètes et une vision articulée pour l'avenir. Laurent Gbagbo, figure emblématique de la politique ivoirienne, se trouve à un tournant de sa carrière. Son discours du comité central de janvier 2025 illustre à la fois sa capacité à mobiliser et ses défis à relever. En insistant sur les injustices du passé et en appelant à une transformation profonde, il réaffirme son rôle de leader engagé. Cependant, pour convaincre au-delà de son cercle de fidèles, il devra répondre aux attentes d'un électorat en quête de solutions concrètes et durables. Dans un contexte marqué par des divisions profondes et des enjeux complexes, la capacité de Gbagbo à articuler une vision claire pour l'avenir déterminera son succès ou son échec en 2025. En définitive, ce discours reflète non seulement les aspirations et les frustrations d'un homme, mais aussi celles d'un pays tout entier, pris entre les leçons du passé et les défis de l'avenir.